Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour moi, qui suis spécialiste de la Pologne, Odessa, c'est la ville de villégiature de l'aristocratie polonaise. Tous les étés, au lieu de rester dans l'Ukraine où on s'ennuie et où il y a de la poussière, on va à Odessa, au bord de la mer, et c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Au moment des partages de la Pologne, souvenez-vous, la Pologne était très large. Elle allait jusqu'à Kiev, Kiev non comprise, avant 1772. Eh bien, au moment des partages de la Pologne, l'Ukraine, qu'on appelait à l'époque la Ruthénie, a été divisée en deux parties. Une partie est échue à l'Empire russe, dont Odessa, qui est la Nouvelle-Russie d'ailleurs, et l'autre partie a été attribuée, ou plus exactement ils se sont attribués eux-mêmes, à la monarchie des Habsbourg. Cette partie attribuée à la monarchie des Habsbourg, c'est ce que l'on appelle la Galicie, et si on veut être savant, on divisera la Galicie en deux, une Galicie orientale et une Galicie occidentale. La Galicie occidentale est surtout ce qui va nous intéresser. La Galicie orientale, c'est actuellement une partie de l'Ukraine, de la République d'Ukraine. Tant qu'elle existe. Les Habsbourg ont mis la main sur cette région qu'on appelle la Galicie et le royaume de Lodomérie, n'est-ce pas, qui fait allusion, la Lodomérie, c'est un nom qui fait allusion à l'état du Moyen-Âge. Donc on revient sur le passé. Et les Habsbourg ont tout de suite compris qu'il était très difficile de faire quelque chose dans cette région parce qu'elle était multi-ethnique. Elle était multi-ethnique, c'est-à-dire qu'il y a des Polonais, il y a des Ukrainiens, il y a des Juifs, il y a même quelques Arméniens, n'est-ce pas, des Tatars. Donc faire vivre tout ce monde ensemble, ça n'est pas forcément facile. Et de plus, tous ces gens-là n'ont pas la même religion. Alors, le souci principal de la monarchie des Habsbourg, c'est de maintenir l'ordre. N'est-ce pas? Maintenir l'ordre, ça veut dire, contrairement à ce qui se passe en Russie, où on a mis les religions minoritaires sous le boisseau, n'est-ce pas? En Autriche-Hongrie, il y a une sorte d'égalité qui est donnée entre toutes les religions, n'est-ce pas? De telle sorte que ça se passe bien. Il y a donc des Polonais qui sont catholiques, des Ruthènes qui sont soit orthodoxes, soit uniates. Les uniates, vous le savez probablement, ce sont des orthodoxes qui reconnaissent l'autorité pontificale, l'autorité de Rome, des juifs, des arméniens. Quant aux juifs, conformément à l'esprit de l'époque, viennent, non pas à les expulser comme ou à les exploiter, mais à les régénérer. Voilà, le grand mot de la fin du XVIIIe siècle, c'est la régénération des Juifs. Ces Juifs sont dégénérés, il faut les régénérer. C'est une idée qui court à travers toute l'Europe, mais particulièrement à travers la monarchie des Habsbourg, et c'est la politique de Joseph II en ce sens. Et les régénérer, en termes clairs, ça veut dire en faire des sujets germanisés. On va les inciter à laisser tomber les écoles juives traditionnelles, yeshiva et compagnie, et à s'inscrire à fréquenter des écoles, ce qu'on appelle les écoles normales, qui sont des écoles en allemand. On va les germaniser grâce à l'école, et le pouvoir se méfie par-dessus tout des courants orthodoxes, du courant orthodoxe juif, qu'il considère comme un frein à l'assimilation, l'assimilation étant entendue à la germanité.
Alors, le problème, à la fin du XIXe siècle, c'est que tout ça, c'est pas trop mal passé. Au XIXe siècle, on a eu, surtout après 1867, une égalité des droits dans ce qu'on appelle la double monarchie, la monarchie austro-hongroise. Ça, c'est pas trop mal passé, mais les Polonais cherchent à reconstituer leur État. Vous savez que pendant tout le XIXe siècle, c'est la grande idée des Polonais, c'est de reconstituer leur État. Et ce qu'ils souhaitent, c'est un État où ils vivent bien, hein, les Polonais dans l'Autriche-Hongrie. Ils ont de grandes libertés et en réalité, c'est eux qui dirigent la Galicie. Les gouverneurs sont toujours des aristocrates polonais et même en Autriche-Hongrie, on a un certain nombre de ministres, en particulier des affaires étrangères, qui sont des Polonais. Mais enfin, ils veulent reconstituer une Pologne sous une forme ou sous une autre, mais une Pologne qui soit catholique. Voilà. Le polonais égale catholique. Et si on n'est pas catholique, ben on n'est pas polonais. Donc ça pose un certain nombre de problèmes avec les orthodoxes, mais ce qui va nous intéresser, c'est les juifs. Alors, deuxième chose qui se produit à la fin du XIXe siècle, c'est l'intrusion d'un courant antisémite qui vient d'Allemagne. C'est l'Allemagne qui, du point de vue des textes, qui est à l'origine des idées antisémites. Et en particulier, on note une brochure de Constantin Gabriel Pawlikowski, qui était pourtant un Allemand, publiée en 1860, qui relance l'antisémitisme traditionnel. Et là-dessus, un petit peu plus tard, arrive une nouvelle affaire. Il y en aura dans l'Autriche-Hongrie, il y en aura d'autres. C'est une affaire de crime rituel. Alors ça, le crime rituel, c'est la bonne recette pour relancer l'antisémitisme. Cette affaire conduit à l'accusation des époux Ritter, qui sont jugés dans la ville de Rzeszów, accusés de... Rzeszów, c'est actuellement pratiquement la frontière de l'Ukraine, si vous voyez au sud-est de la Pologne. Ces gens sont accusés de crimes rituels pour la bonne et simple raison, c'est toujours pareil, qu'on a trouvé un enfant chrétien mort à proximité de leur domicile, et puis ça tombe très bien, c'est Pâques, c'est aux environs de Pâques, alors Pâques, enfant mort, pof, le crime rituel, c'est parti. Et dans un premier temps, c'est localement, à Rzeszów, les époux Ritter sont condamnés à mort, mais malgré tout, il y a une certaine justice, une certaine équité dans la monarchie des Habsbourg. Le jugement de condamnation à mort est cassé par la Cour de cassation de Vienne. C'est quand même quelque chose de très important. Il n'y a pas beaucoup de cas comme cela, il y en a quelques-uns. Il y aura la fameuse affaire en 1913, Bélis. Il y aura la fameuse affaire Bélis en 1913. Mais c'est assez rare. En tout cas, le jugement est cassé et ils sont même acquittés par le tribunal de Cracovie. Ceci dit, il n'y avait pas le choix. Ou ils étaient coupables ou ils ne l'étaient pas. Donc ils sont acquittés. Un peu plus tard, en 1899, ni la police ni l'administration ne sont parvenus à retirer, c'est une autre affaire, un enfant détenu au couvent de Lemberg. Alors on a vu récemment une histoire italienne qui se passe un petit peu avant, l'affaire Mortara, ça doit être 1859 ou quelque chose comme ça. Hein, 58 ? Oui, l'enlèvement. L'enlèvement, voilà. Et bien là, on a une affaire semblable. Et évidemment, vous le savez, quand un enfant a été retiré de sa famille et baptisé, ben, il n'y a rien à faire. Parce que le baptême est un sacrement, il est indélébile, donc ben, on peut regretter tout ce qu'on veut, mais il est baptisé, il est devenu chrétien. Et là, on a une affaire semblable qui se produit à Lemberg, un enfant juif qui est détenu dans un couvent, et on en a plusieurs jusqu'à 1905.
Alors, après l'affaire Ritter dont je viens de vous parler, le prêtre et essayiste Mateusz Jęsch, alors c'est pour les non-polonisants, c'est un peu compliqué parce que ça s'écrit J, E avec une cédille, Z avec un point. Voilà. Mais bon, tout le monde connaît le polonais, il n'y a pas de doute. Alors, Jęsch, le père Jęsch, est directeur national de ce qu'il a créé lui-même, l'archiconfrérie de la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Avec ça, ça fait une jolie carte de visite. Et Jęsch publie en 1898 une brochure intitulée « Les secrets des Juifs ». Alors là, il n'est pas le seul, hein. Il y a Brafman, il y a « Les secrets des Juifs », c'est des ouvrages qui précèdent finalement les protocoles des sages de Sion. Hein. On fait du vieux avec du neuf. Enfin, on fait du neuf avec du vieux, plutôt. Voilà. Et on retrouve les mêmes idées chez d'autres auteurs catholiques, comme Stanislas Zaleski, Jan Cheminetzki, Marian Morawski, qui insistent sur le caractère universel du conflit racial. Alors on passe là, vous voyez, ça c'est le 19e siècle, on passe tranquillement de conflits de ce qu'on appelle la judéophobie. Julia, on a travaillé là-dessus pendant un certain nombre d'années. La judéophobie à l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur l'opposition entre religions, mais on est passé à une opposition entre races. C'est la notion de race qui apparaît et qui va dominer finalement tout le XXe siècle. Alors, c'est un conflit racial. Si les Juifs s'opposent aux Polonais, c'est parce que ces derniers sont des chrétiens. Et donc le fait de passer à un conflit, d'un conflit religieux à un conflit racial, n'empêche pas les antisémites d'utiliser tout le vieux fond qu'ils ont hérité du monde chrétien. Alors, on reproche aux Juifs d'être juifs parce qu'ils sont juifs, et on leur reproche d'être les ennemis des catholiques, parce que des Polonais, parce que les Polonais sont des chrétiens. Et pourquoi sont-ils les ennemis des Polonais? Eh bien, à cause du Talmud. Parce qu'il y a un tas de choses dans le Talmud qu'il faudrait traduire. On dit toujours qu'il faudrait traduire le Talmud, oubliant qu'il a été traduit déjà au XVIIe siècle, mais c'est pas grave. Dans le Talmud, il y a un tas de secrets, ça c'est magnifique, qu'on peut agiter. En 1897, le pouvoir d'Autriche-Hongrie fait interdire l'ouvrage de Monseigneur Jęsch. Vous savez, on se donne du Monseigneur. À Rome, c'est très facile, mais tout le monde est Monseigneur, n'est-ce pas? Mais là aussi, Monseigneur Jęsch, le pouvoir trouve que son essai doit être interdit. C'est pas que le pouvoir est particulièrement philosémite, c'est qu'il veut la paix. Voilà, pas d'histoire, pas de pogrom, pas de difficulté. Donc Jęsch, il attendra un petit peu pour que ce soit publié, à cause de la violence. Et cependant, il y a une revue catholique qui s'appelle en polonais Grzmot, c'est-à-dire, comme chacun le sait, le tonnerre, qui publie malgré tout des extraits du livre de Jęsch. Voilà, ça ne fait pas un livre complet, mais il y a des petits extraits bien choisis qui agitent la société dans le sens de l'antisémitisme. Sous une forme d'article intitulé, je vous le donne en mille, « Les secrets du Talmud à l'égard des chrétiens ». Ces textes étaient des reprises de ceux du juif bien connu et converti à l'orthodoxie, Jakub Brafman. Jakub Brafman, il faut bien se souvenir de son nom, c'est lui qui est véritablement le père des protocoles des sages de Sion. C'est à partir des textes de Brafman qu'on va broder, arranger un petit peu et faire les protocoles. Lui, il a écrit « Les Juifs et le Kahal ». Le Kahal, c'est donc la communauté juive. D'ailleurs, la direction de la communauté, c'est la Kehila, et le Kahal, c'est la direction de la communauté. Les Juifs et le Kahal, traduit en russe,
et publié à Lvov, c'est-à-dire Lemberg à l'époque, à plusieurs reprises, 1874, 1875, 1879. Vous voyez que les idées circulent. Selon Jung, puisqu'on reprend ces idées, la Pologne avait eu pour ennemis visibles la Russie, la Prusse et l'Autriche. Et maintenant, il faut y ajouter les Juifs, qui sont l'ennemi invisible. Alors bien entendu, dans cette situation de Pologne partagée, les Juifs sont taxés d'être les agents des Russes, des Prussiens, de tout ce qu'on veut. Mais avant, on ne pouvait pas tant les en accuser, mais là, maintenant, ils ont pris, on leur reproche, on a parlé, en ce qui concerne l'Autriche-Hongrie, de s'assimiler à la germanité, donc ils sont les agents du pouvoir contre l'intérêt de la Pologne, contre la renaissance, l'idée de renaissance de la Pologne. Le Talmud aurait enjoint aux Juifs d'agir contre les chrétiens et même, selon le Jung, de les tuer. Crime rituel, on y revient. Ils auraient agi ainsi en fait du fait de leur bas niveau de moralité. Les Juifs sont amoraux, ça il faut savoir, c'est une chose importante. Cependant, les Juifs ne luttaient pas directement contre l'Église catholique, mais nouveauté à la fin du XIXe siècle, par l'intermédiaire des démocrates libéraux, horreur, des francs-maçons, encore pire, des socialistes, n'en parlons pas, et des femmes émancipées. Mais oui, dont le but était, le but de ces femmes était de paganiser les Polonais. Vous vous rendez compte? Et ceci afin d'établir, du point de vue des Juifs, leur domination sur le monde, car le libéralisme qu'ils propagent, n'est-ce pas, conduit à l'atomisation de la société, à la libre concurrence qui permet la mainmise sur tout du capital juif. Vous avez vu, tout y est. Mais la plus enjolivée de ces manifestations, la pire, c'était le socialisme, qui se proposait de détruire la polonité et les valeurs nationales. Le socialisme est considéré comme un corps étranger à la nation dont les propagateurs étaient malheureusement souvent des Polonais manœuvrés par les Juifs, entre les mains des Juifs. Alors là, ça commence à devenir très fort. Le thème du judéo-socialisme prit alors une place centrale dans les publications antisémites dans le contexte de l'industrialisation du pays et de la création qui va avec d'un prolétariat et d'une culture industrielle. Le juif était alors chargé, en particulier par le journal Antisemita, je n'ai pas besoin de traduire, de tous les traits négatifs et amoraux possibles. Le juif vend les femmes, entretient la prostitution, il vend les femmes aux maisons publiques. Et pire, il est le propagateur du cinéma. Eh oui, du cinéma et du vaudeville. Vous vous rendez compte? Après les pogroms de Galicie orientale au printemps 1898, le rédacteur de Gmot, le Tonnerre, écrivait, je cite, que les Juifs sachent que nous ne voulons pas de l'assimilation, que leur pseudo-patriotisme nous dégoûte. L'article, malgré tout, n'a pas été publié, il a été censuré. Le juif y apparaissait comme étant l'obstacle à l'unité des Polonais, l'unité sous la bannière du catholicisme. Les antisémites s'efforcèrent de lutter contre les activités économiques des Juifs, et là commence
du point de vue de l'action des populistes, les activités de boycott. Boycott des commerces juifs, boycott des activités économiques des juifs. Le but qui est recherché est de créer un nouveau ghetto. Ces juifs sont sortis du ghetto, c'est bien malheureux, eh bien il va falloir soit qu'ils partent, soit qu'ils rentrent à nouveau dans le ghetto et qu'ils ne soient plus au contact quotidien des chrétiens. Le père Jan Chemielewski, parce que c'est tous des curés, écrivait que, je cite, « Le Polonais qui n'est pas antisémite ne comprend rien à la patrie et est un égoïste. » Dans ce contexte, les assimilateurs, les juifs qui étaient favorables à l'assimilation, étaient conduits à dénoncer autant les antisémites que les sionistes. Ils rejoignaient la pensée des catholiques libéraux comme Stanisław Szczepanowski, qui estimait dans son livre sur la pauvreté en Galicie, je cite Szczepanowski, « C'est nous, les Polonais, qui avons fait du juif ce que l'on a sous les yeux, un bouc émissaire de tous nos malheurs. » Donc vous voyez qu'il existe un courant antisémite, mais il existe aussi un courant assimilateur, à la fois juif et polonais, et favorable à ce qu'il y ait des solutions qui ne soient pas celles de l'antisémitisme. Alors, les choses en restent là pendant un moment, jusqu'à ce qu'arrive notre grand ami Théophile Merounovitch. Théophile Merounovitch, il va avoir une longue carrière d'antisémite. Il faut dire que tous les ans, il republiait le même livre en changeant un peu les statistiques. Mais ça a duré entre une bonne vingtaine d'années. Oui, j'étais à la bibliothèque de Lvov et j'ai cherché les bouquins de Merounovitch. Tous les ans, il y a le même livre qui est paru avec un petit changement de date, mais il était obsédé. Alors, Merounovitch, avec Mikołaj Zblikiewicz et Konrad Krzeszumowski, j'ai du mal à lire, excusez-moi, j'ai un problème à l'œil. Était l'un des militants antisémites les plus acharnés, considérant que le retard économique de la Galicie était le fait des Juifs. Merounovitch est un journaliste économiste. Il écrit des articles sur l'économie, donc il se permet ce type de jugement et il semble que il soit autorisé par l'opinion publique. Les Juifs agissent contre l'intérêt national. Merounovitch est élu député conservateur à la Diète du pays, c'est-à-dire la Diète de Galicie. Vous savez qu'il y a deux diètes dans l'Autriche-Hongrie. Il y a une diète locale qu'on appelle diète du pays, et il y a le Conseil d'État à Vienne, la diète de Vienne, et Merounovitch, qui est très populaire, est d'abord élu à la diète locale, et ensuite il est élu à Vienne, il va rester très longtemps à Vienne. Et il consacre, il passe son temps à écrire toujours le même livre pour l'année suivante. En 1879, Merounovitch a adressé, il n'était pas encore député, il a adressé au Conseil d'État une pétition pour demander la limitation des droits des Juifs. Cette pétition a été rejetée. Et elle a été rejetée même non pas par l'ensemble des députés, mais par ce qu'on appelle le cercle des Polonais. À la Diète de Vienne, il y a des Polonais, il y a des Hongrois, il y a des Croates, il y a toute une série de nationalités qui dépendent de la monarchie, n'est-ce pas? Et là, le cercle des Polonais, qui est en fait un cercle très aristocratique, rejette l'ouvrage, la demande de limiter les droits des Juifs. On a décrété dans la double monarchie l'égalité de tout le monde. On ne veut pas revenir sur ce fait. Merounovitch publie en polonais la même année, à Lemberg, cet ouvrage, Les Juifs, une étude sociale,
qui devait constituer un prêt à penser de l'antisémitisme galicien pour plusieurs décennies et dont je vais vous présenter maintenant le contenu. Pour Merunovic, l'égalité des droits est un leurre, puisqu'en réalité, cette égalité des droits ne fait que de reconnaître aux Juifs des privilèges religieux et sociaux. Selon lui, on poussait la tolérance si loin que les Juifs pouvaient envisager d'appliquer les règles du Talmud à l'ensemble du genre humain. Voilà, les résultats de l'égalité, les Juifs vont imposer le Talmud. Ce d'autant qu'ils n'acceptaient pas la critique, dit Merunovic, mais ils la combattaient au nom, tenez-vous bien, de la tolérance religieuse. Enfin, ils sont parfaitement perfides. Merunovic estimait que les Juifs qui considéraient que tout procédait de leur religion s'attribuaient une préséance dans la société sur les adeptes des autres religions. L'idée, les Juifs veulent dominer le monde, leur religion les y encourage. L'auteur, qui était un lecteur des textes antisémites allemands, en particulier d'Auguste Rohling. Auguste Rohling, c'est encore une célébrité de l'époque, et il était professeur à Prague, et il s'est autoproclamé expert en matière de crimes rituels. Si bien que chaque fois qu'il y avait un procès dans la double monarchie en matière de crimes rituels, on voyait rappliquer Rohling qui voulait témoigner. Ça marchait des fois, ça ne marchait pas toujours, parce que c'était un imposteur de première catégorie. Rohling avait écrit « Le Talmud des Juifs », c'est le titre, « au cœur des Juifs et des chrétiens de toute classe ». Et c'était publié à Münster en 1871, et il se demandait si les conclusions, Merunovic se demandait si les conclusions tirées pour l'Allemagne par Rohling, où les Juifs étaient 7 fois moins nombreux qu'en Galicie, étaient applicables à la réalité galicienne. Comme Rohling, Merunovic reprochait aux Juifs leur attachement à la tradition matérialiste. Le matérialisme, selon eux, naît du Talmud. Le Talmud est un ouvrage matérialiste. Je crois que c'est un certain Karl Marx qui a dû l'écrire, mais peut-être je me trompe. Merunovic, s'appuyant sur l'agrariste et conseiller d'État prussien Wigmans, Merunovic soulignait que l'une des méthodes secrètes des Juifs reposait sur la connaissance séculaire des marchés financiers. Ça, c'est déjà plus vrai. Elle encourait à asservir et à voler. Donc, tout l'art des Juifs, tiré du Talmud, consiste à asservir les chrétiens et à les voler. Voilà, pour les dominer. Le publiciste allemand Niendorf assurait en 1876 que les Juifs constituaient la première puissance européenne par le contrôle du capital mobilier, des mécanismes du commerce, de la presse et des ministres de certains pays. CQFD, ils dominent tout. C'est là la pensée allemande dans laquelle notre ami Merunovic va puiser généreusement. Partout, les Juifs cherchaient encore à étouffer les paysans au moyen du crédit. Donc, ils leur achètent les récoltes avant qu'elles soient faites, ils les revendent plus cher, ils leur font du crédit. Bon, tout le système est connu. Et pour leur résister, il fallait développer, dit Merunovic, des banques nationales, parce que les Juifs spolient les épargnants, et ils auraient même, selon lui, réussi à obtenir 20 millions de zlotys de papier timbré, à obtenir pour 20 millions de zlotys de papier timbré, alors que la valeur de ce papier était de 450 millions de zlotys. Vous voyez, ils font des bonnes affaires sur le dos de l'État. Mais, se demande Merunovic, pourquoi le fisc les laisse faire ces choses-là? C'est une bonne question, d'autant que, évidemment, tout ça est faux.
Enfin, les Juifs étaient coupables et responsables. Alors ça, c'est une affaire extrêmement importante qui va jouer pendant toute cette fin du XIXe siècle, du krach boursier de Vienne, 1873. Alors en 1873, il y a un krach boursier dont les Juifs ne sont pas responsables, mais c'est une catastrophe abominable. Il en découle une dépression économique qui va durer pendant très longtemps. Et évidemment, il faut des responsables. Les responsables, je n'ai pas besoin de vous le dire, ils sont tous trouvés. Ce sont les Juifs. Il n'est pas indifférent de noter qu'au moment où Mironovitch écrivait, nombre de ses amis avaient perdu leur fortune. Mais pas à cause du krach boursier, c'est ce qu'on a pu montrer après, mais tout simplement parce qu'ils ne savaient pas gérer leur domaine. Vous savez, vous qui êtes russisante, c'est la cerisette, si je ne dis pas de bêtises. On vend les terres parce que on ne sait pas gérer. Alors évidemment, il arrive que ces terres soient achetées par des Juifs. C'est bien la preuve qu'ils nous ruinent, n'est-ce pas? Mais si vous voulez, il y a une espèce de roman qui est en train de se créer autour de la banqueroute de Vienne, du krach banquier de Vienne de 1873, et les Juifs en sont responsables, et ils en sont les bénéficiaires, et grâce à ça, ils vont acheter les terres des gens qui ne savent pas gérer, qui ne savent pas s'impliquer dans la gestion de leurs biens, car ils délèguent, c'est les intendants qui gèrent. Les Juifs... Excusez-moi, ce krach boursier, c'était que à Vienne, dans toute l'Europe? Non, c'est la bourse de Vienne qui est... Vous savez, que Vienne. Non, c'est la bourse de Vienne, mais c'est comme le krach qu'il y a pu y avoir à New York en 2011, ça a une répercussion sur l'ensemble de l'économie européenne. Les Juifs pesaient de plus en plus lourd dans la vie publique. Au Parlement, ils s'inscrivaient dans les cercles libéraux. Ce libéralisme servait, dit Mironovitch, les intérêts capitalistes, en particulier par le biais de la fiscalité, et il pouvait ainsi défendre les privilèges fiscaux qu'ils avaient. Les Juifs de Galicie étaient en train de devenir de gros propriétaires, ce qui est, du point de vue du monde chrétien, quelque chose d'absolument insupportable. La terre est chrétienne, la terre européenne est chrétienne. On ne peut pas la céder aux Juifs. Les Juifs sont des infidèles, la terre doit rester chrétienne, c'est un vrai problème et qui se pose depuis très longtemps, mais l'égalité des droits fait qu'ils ont le droit d'acheter. Ils achètent, et alors là c'est la catastrophe, c'est une honte épouvantable que les Juifs puissent acheter des terres. Alors on grossit le trait, bien entendu. À la campagne, ils acquéraient les biens par hypothèque et figuraient comme propriétaires sur les registres. Vous vous rendez compte, le Juif qui est mis au même niveau que les chrétiens, mais c'est inacceptable. Ces hypothèques étaient transformées en décisions d'acquisition par les tribunaux. Oui, les Juifs prêtaient de l'argent à des paysans ou à des petits propriétaires, et ces petits propriétaires, pour assurer le prêt, consentaient une hypothèque sur leurs terres. Quand ils ne remboursaient pas, le Juif devenait propriétaire de la terre, ce qui, à l'époque moderne, préalablement, n'était pas possible. Le Juif ne pouvait pas être propriétaire. Or, les dispositions de la loi du 21 décembre 1876 faisaient que les Juifs étaient plus favorisés, dit Mironovitch, que les chrétiens. Même après la constitution du 7 mai 1974 sur l'égalité des cultes au regard du droit. En effet, alors que le gouvernement pouvait, dit Mironovitch, opposer son veto dans les élections à des postes hiérarchiques catholiques, par exemple, il pouvait dire qu'il ne voulait pas d'un tel pour être évêque, eh bien, il n'exerçait le pouvoir aucun contrôle sur la nomination des rabbins et des prédicateurs. Donc les Juifs sont favorisés par rapport aux chrétiens. C'est ce que dit Mironovitch.
Et ceci permet le maintien d'un courant fanatique et obscurantiste qui domine le peuple juif au point que les juifs libéraux, tels Henrik Gottlieb, devaient demander l'aide pour survivre de l'AIU, de l'Alliance israélite universelle. Alors là, Merunovic fait un méli-mélo pas possible, mais il est vrai que l'AIU aide, qui a été créée en France, comme vous le savez, par Crémieux, eh bien l'AIU aide par l'enseignement les juifs libéraux à exister en Orient, mais pas seulement en Orient, en Europe centrale également. Et donc l'AIU aide à ouvrir des écoles de type nouveau, des écoles qui ne soient pas des écoles rabbiniques, des yeshivot, mais des écoles où l'on enseigne les mathématiques, enfin les disciplines nouvelles. Au contraire, fort heureusement, les évêques catholiques étaient autorisés à contrôler les prêtres. Voilà, on ne peut pas contrôler les rabbins, mais on peut contrôler les prêtres, et c'est une bonne chose. Il faut considérer, ajoutait Merunovic, que pour éviter le paiement de droits divers, les communautés pratiquaient la corruption des fonctionnaires. Voilà. Donc, pour faire que tout ça se tienne en dépit de l'opposition, d'après Merunovic, de la population, eh bien, il y a un bon vieux moyen, la corruption des fonctionnaires. Alors, une des grosses questions que pose Merunovic, c'est la question du service militaire. Bien que le service militaire fût une obligation figurant dans les lois de la double monarchie, l'examen des données statistiques pour 1875 montre que les Polonais envoient 27% des effectifs, les Ruthènes, c'est-à-dire les Ukrainiens, 2%, et les Juifs, 12%. Et pourtant, Merunovic affirme que les Juifs parviennent à se dérober en trichant avec l'état civil. Pour expliquer ces faits, il aurait fallu faire intervenir le laxisme des commissions médicales. Voilà, les commissions médicales réformaient les Juifs de manière systématique, selon cet auteur. La mauvaise tenue des registres d'état civil, alors ça c'est un vrai problème. Mais c'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'époque moderne, les Juifs n'ont pas de nom de famille. Il s'appelle Isaac Abramovitch. Bon, il est fils d'Abraham. Bon, c'est un peu compliqué. Heureusement, on va donner au XIXe siècle un état civil. Et en Autriche-Hongrie, il faut payer. Il faut payer pour tout en Autriche-Hongrie. Mais il faut payer pour avoir un nom. Alors, si vous donnez une petite somme, vous avez un nom ridicule, du genre Lafleur. Si vous donnez rien du tout, on vous appelle Rothschild. Ça, c'est courant. Et si vous donnez beaucoup, on va vous trouver un truc du genre la Montagne d'Or, Goldberg, quelque chose comme ça. Donc, à ce moment-là, l'état civil apparaît. Parce qu'effectivement, mais il apparaît quand même lentement, plus lentement. Ce que reproche Merunovic au système, c'est qu'un certain nombre de Juifs n'ont pas de nom de famille, donc on ne sait pas qui ils sont, on ne sait même pas souvent quel âge ils ont, et par conséquent, il est difficile de les mobiliser pour le service militaire. Donc, en dépit des réalités statistiques que je vous ai dites, vous ai évoquées, eh bien, Merunovic pense que les Juifs trichent. Et comment ils trichent? Eh bien, au moment où ils vont être, puisqu'il n'y a pas vraiment un état civil trop précis, au moment où ils vont être convoqués pour le service militaire, ils fichent le camp à l'étranger. On ne sait pas lequel Abramovitch fiche le camp, ils partent, ils reviennent plus tard, terminé. Et on ne prête pas d'attention à leur déplacement. Ce qui est totalement faux. Il existe une littérature
d'ailleurs yiddish, le nom m'échappe de l'auteur, les déplacements sont étroitement contrôlés. Pourquoi? Parce qu'on craint la contrebande. Donc on ne laisse pas les Juifs partir vers la Prusse, vers la Russie ou n'importe quoi. C'est faux, c'est totalement faux, parce qu'on craint qu'ils reviennent avec des produits qu'ils vendent moins cher. Donc l'argument de Merunovic est pour le moins spécieux. Et ils utilisent le fait d'être mariés. Alors, dit Merunovic, c'est très facile, chez les Juifs on se marie très jeune. C'est vrai, c'est vrai. On se mariait très jeune. Et quand on est marié, le Talmud dit qu'on ne peut pas faire de service militaire. Oh, c'est formidable. Donc, ils ne vont pas à l'armée parce qu'ils sont mariés, alors que les chrétiens, au même moment, eux, ne sont pas mariés, ils ne sont pas responsables, chefs de famille. Par conséquent, ils vont à l'armée. Alors, il fait des petits calculs, et il nous dit que dans la seule Galicie, où on aurait dû mobiliser 14 000 juifs, eh bien, il n'y en a que 6 800 qui sont mobilisés. Conclusion. Non? Conclusion. Ah non, je croyais que tu... 14 000 juifs, 6 800 mobilisés, donc il faut mobiliser 7 000 chrétiens en plus pour que l'armée soit au complet. Voilà, les Juifs nous roulent, ils se défaussent sur les chrétiens pour les remplacer. Apparaître comme marié était donc essentiel pour se dérober aux obligations militaires. Et le fondement, il a trouvé ça, Merunovic, qui pourtant demande la traduction du Talmud. Mais là, c'est la Bible. Le fondement est en Deutéronome 24:5, qui dit « Quand un homme vient nouvellement de prendre femme, il ne partira pas à l'armée. » Ce qui ne posait guère de difficulté, puisque la foi des Juifs était de nature matérialiste, dit-il. Donc on se marie non pas par amour, mais tout simplement pour éviter le service militaire. On est matérialiste. Voilà. Matérialiste de type sordide. Le judaïsme étant une religion de la raison, il en résultait que les liens des Juifs avec Dieu étaient des liens contractuels. Bon, on peut s'arranger. C'est dans cette optique qu'ils envisageaient le mariage, et puis après le mariage, quand on en a marre, on divorce, et puis voilà, mais on n'est pas allé à l'armée. Le commerce juif, dit-il, ajoute Merunovic, vous savez, il y en a un paquet d'arguments chez lui, se distinguait des échanges normaux. Les Juifs ruinaient ceux qui commerçaient avec eux, car ils ne spéculaient pas tant sur la marchandise que sur les gens, et dans le but de nuire aux goïm, c'est aux non-juifs. Plus le juif était religieux, et plus il avait sa conscience pour lui en roulant les chrétiens. Les Juifs s'efforçaient de contrôler toujours de nouveaux commerces. Ils passaient de l'auberge au commerce des blés, au commerce du bétail, au commerce des peaux. Et s'ils faisaient faillite, ce n'est pas eux qui étaient ruinés, c'était leurs créanciers. Donc ils s'en sortent toujours bien. Ils étaient habiles à tirer profit des famines ou des soldats en temps de guerre. Alors ça, c'est une allusion aux gens qui sont ce qu'on appelle des fournisseurs aux armées. Vous savez que, surtout au XIXe siècle, ça rapportait énormément. Il faut fournir des chevaux, il faut fournir de l'avoine, il faut fournir éventuellement de la nourriture. Bon, et c'est facturé très cher. Il est vrai que les Juifs étaient engagés dans cette activité, très souvent. Bon, mais ils n'étaient pas seuls, il y avait aussi des chrétiens. Ceci dit, cette activité de fourniture aux armées est à l'origine de très grosses fortunes juives, d'ailleurs pas tant dans la monarchie qu'en Russie. Les Poliakov, ces gens-là, ont été préalablement des fournisseurs aux armées. Et ils étaient habiles encore à tirer profit des famines ou des soldats en temps de guerre. Et par le passé, ils avaient montré qu'ils pouvaient servir
n'importe quel État, donc les Juifs n'ont pas de patrie. C'est ainsi qu'ils ont fini par dominer toute l'économie en s'appuyant sur les faiblesses du système. À la campagne, les Juifs tenaient les auberges, trafiquaient le tabac, le blé, le bois, toutes sortes de produits agricoles. La bourgade juive, le shtetl, était un nid d'usuriers et de commerçants malfaisants, agissant comme une armée en pays ennemi. Le problème résidait en ce que les chrétiens n'avaient pas, voilà, chrétiens, réveillez-vous, les chrétiens n'avaient pas la volonté de résister à l'emprise des Juifs. L'auberge juive était une des spécialités galiciennes porteuses de malheur. Les Juifs, ils faisaient semblant, en pratiquant l'usure, d'être des philanthropes à l'égard des paysans, alors qu'en réalité, en se payant en nature, ils avaient appauvri ces derniers, et ce d'autant qu'ils avaient eu au XVIIIe siècle, donc du temps de la Pologne, n'est-ce pas, de la Confédération pologne-lituanienne, le monopole de l'intendance des biens nobles. Au moyen de la corruption et en favorisant l'alcoolisme, ils avaient mis la main sur les campagnes. Alors ça, c'est un argument, il faut quand même le souligner, qui est totalement biaisé, parce que en réalité, effectivement, les propriétaires confiaient des auberges aux Juifs. Les Juifs vendaient donc de l'alcool, et il fallait qu'ils en vendent beaucoup, parce que le propriétaire avait besoin de beaucoup d'argent. Ce qui n'enrichissait pas le Juif, mais le propriétaire. Si bien que cet alcoolisme bien connu sous comme un Polonais, n'est-ce pas, ben, c'est ce qu'on a dit des armées de Napoléon, dans les armées de Napoléon, c'est l'alcoolisme des paysans polonais, c'est à la noblesse polonaise qu'il faut l'attribuer. Elle payait aussi en vodka, c'était considéré comme calorique, comme une nourriture, mais oui, et elle payait les paysans en vodka. Et le soir, ils n'avaient rien d'autre à faire qu'aller à l'auberge et consommer la vodka du propriétaire. Le juif était là pour servir, mais ce n'était pas lui qui empochait cet argent. Donc c'est des arguments qui sont totalement faux. Là où, comme en Russie et en Lituanie, le juif était riche, le paysan était pauvre, et cette misère se communiquait aux bourgades voisines. Encore à l'époque de Merunovic, l'auberge restait un lieu de perdition, ce qui n'était possible que grâce à l'appui de la diète et de la classe des propriétaires. On le voit à travers la proposition de loi présentée par un député, sans aucun égard pour les victimes de la boisson. Donc, là, on voit un Merunovic populiste. Populiste qui accuse la noblesse, qui est une noblesse moyenne, et ce qu'on appelle les magnats en polonais, c'est-à-dire les aristocrates, n'est-ce pas, d'être complices de ce que font les Juifs. En fait, ils ne sont pas complices, ils en profitent et ils exploitent les Juifs. Mais voilà comment Merunovic pose les choses. Donc il s'oppose aux chrétiens de la noblesse, à la noblesse chrétienne et à l'aristocratie chrétienne au nom du peuple. C'est un populisme antisémite qui est en train de se mettre en place. Merunovic donc se rattache au courant populiste, estimant que les Juifs constituaient un organisme humain intermédiaire entre ceux, tenez-vous bien, fabriqués par les jésuites et les socialistes. Vous voyez que c'est assez complexe parce qu'il se réclame de la chrétienté, mais il déteste les jésuites. Il déteste tout autant les socialistes et les francs-maçons. Donc il faut une voie moyenne qui est le populisme catholique, mais d'un catholicisme tout à fait particulier, tout à fait polonais. Il
possède une organisation mondiale centralisée composée de gens doués et occupant de hautes fonctions, formant un ensemble, le mot va avoir une suite, cosmopolite. En Russie, on va parler quand on parle de cosmopolite, on parle de juifs. Cependant, en dépit de tout, les juifs ne dominaient pas le monde. En réalité, ils ne s'imposaient, dit Merunovitch, qu'aux faibles. Or, l'ancienne Pologne les avait placés en position d'intermédiaire entre la monarchie et la noblesse par la faute de cette dernière, de la noblesse. En réalité, le résultat en était la chute du commerce et le fait que l'industrie dans ces territoires n'avait pas décollé. En réalité, il aurait fallu aborder toutes les affaires juives ensemble et pas seulement celles du registre des communautés, dit-il. Mais les juifs agissaient en sorte que cela n'ait pas lieu. En particulier, il aurait fallu tenir compte de l'importance de l'enseignement du Talmud, ainsi que Rolling, maître à penser de Merunovitch, l'avait souligné, et le faire traduire, ce Talmud, en langue chrétienne par une section de l'Académie des sciences de Vienne. Voilà. Alors il réclame ça tout le temps, puis il se fait envoyer balader. Il y a une traduction latine qui est à la Bibliothèque Vaticane et qui date de 1600, si je ne dis pas de bêtises, 99. Le Talmud a été traduit, il était connu, on savait. Mais c'est pour entretenir cette idée de secret que l'on réclame la traduction du Talmud. Et au fond, peut-être il est bien content qu'on ne le traduise pas. Enfin, ça marche pas. Il aurait fallu donc unifier le droit en régissant les minorités religieuses, droit au mariage et obligations militaires. Il aurait fallu prélever un impôt sur ce qu'il appelle le clergé juif, taxer les opérations bancaires, établir des douanes sur les produits agricoles, à l'instar de ce que font les Allemands, former les rabbins dans les universités de Lemberg et de Cracovie et augmenter le niveau de culture des Juifs. Voilà les arguments de Merunovitch. Alors, ces écrits, je vous ai parlé de Merunovitch, je vous ai parlé de Liège, ont un certain succès et déclenchent ou participent à déclencher du déclenchement des fièvres antisémites. Sous l'influence de cette idéologie antisémite allemande, dont la diffusion est amplifiée après le congrès antisémite qui s'est tenu en 1882 à Dresde, date extrêmement importante. Antisémites de tous les pays, unissez-vous, c'est exactement ce qui se passe à Dresde en 1882. L'égalité des droits et l'activité des Juifs sont donc condamnées par le courant populiste. Lors de la session de la Diète de Galicie de 1882, Merunovitch tente de faire prendre position par l'Assemblée sur la question du crime rituel à propos de la fameuse histoire des affaires des époux Ritter que j'ai évoquée précédemment. Et de l'affaire de Tisha Eshlar, vous connaissez, attention, c'est pas Tisha, hein, c'est Tisha. Tisha Eshlar. C'est une bourgade de Hongrie, Tisza Eshlar. Une bourgade de Hongrie où une jeune servante domestique a disparu. C'est une chrétienne. Évidemment, ses propriétaires, ses employeurs sont accusés de crime rituel. Il y a un énorme procès qui a lieu. Et là, notre ami Rolling vient et témoigne, et il explique que depuis le Moyen-Âge, à Pâques, les Juifs tuent des jeunes personnes pour récolter leur sang, sauf qu'en général, c'est plutôt des petits garçons. Mais là, c'est une petite fille, c'est pas grave. Et il y a un procès qui va les accuser, enfin ils vont être accusés, ils vont même être condamnés, jusqu'au moment où on retrouve le cadavre de cette jeune personne dans la rivière. Elle s'est tout simplement noyée, on dit, d'un chagrin d'amour. Bon, mais cette affaire a eu un rôle considérable parce que c'est elle qui, avec l'affaire Ritter, redéclenche
la vague des accusations de crimes rituels contre lesquels la monarchie lutte, parce que c'est pas possible. On peut pas, la monarchie a des visées de modernité, elle ne peut pas reprendre à son compte des accusations qui sont médiévales. Donc, dans ce contexte de progression, dans le contexte de progression démographique, où en Galicie la proportion des Juifs était passée de 7,3 en 1857 à 11,7 en 1890, il était possible, facile, de trouver les Juifs envahissants. Et quand on les trouve envahissants, ben, ma foi, on trouve des arguments pour s'en débarrasser. Au lieu de souligner, comme l'historien et membre du parti paysan Franciszek Bujak, que l'école publique était la chance pour lutter contre le racidisme, Merunović soulignait simplement que le nombre des enfants juifs scolarisés était trop nombreux. Voilà. Au lieu de vouloir... et c'est là qu'il y a racisme. Et c'est là que le racisme, l'antisémitisme se distingue de la judéophobie. Parce que si on est judéophobe, on peut se dire, si les juifs se convertissent, ils feront d'excellents chrétiens. Par contre, si on est raciste, ben, il n'y a pas de conversion possible, si vous voulez. Donc, au lieu d'aller dans le sens de l'assimilation des juifs, il va en sens contraire. Et il reproche le fait qu'on est passé de 33 000 élèves en 1880, élèves juifs dans les écoles publiques, à 78 000 en 1900. Et il affirme que l'émancipation est une utopie qui ne saurait fonder un programme politique sans demander aux Polonais de se montrer plus ambitieux pour leurs enfants. Là, il se bat un peu la coulpe, si vous voulez. Les Polonais ne s'occupent pas de l'éducation de leurs enfants. Alors après, il ne faut pas s'étonner si les Juifs vont occuper des positions qui sont en adéquation avec leur niveau culturel. Mais en réalité, c'est le modèle russe que les antisémites recherchent, et c'est dans le modèle russe que les antisémites recherchent des solutions pratiques. Ils ont cherché dans le modèle allemand des explications, des arguments, c'est dans le modèle russe qu'ils vont chercher des solutions pratiques. L'ouvrage de Jakub Brafman, dont on a parlé, le Kahal, fut publié avec des éclaircissements de l'essayiste conservateur juif converti et férocement antisémite, Théodore Yeshke-Cholinsky. Les appels des conservateurs russes au boycott des Juifs trouvent un écho. En 1893, l'Assemblée des catholiques réunis à Cracovie décide le boycott économique des Juifs. Donc la solution russe est transposée en Galicie. Dans cet esprit, le père Mateusz Jędrzej, dont nous avons évoqué le nom, écrivit en 1897 un essai qu'on a évoqué, qu'on a nommé, et que le pouvoir a fait interdire parce qu'il craignait qu'il déclenche la violence. Aux élections de la 5e curie dite universelle, en 1898, on note une forte progression du Parti populaire polonais, bien que les Juifs de Lemberg aient voté pour un socialiste. Les Juifs ont voté massivement pour un socialiste. Le candidat populiste, l'abbé Stanislas Stojałowski, n'est pas élu. Et qu'est-ce qui se passe? On reproche aux Juifs d'avoir empêché l'élection de Stojałowski. Et ceci fournit, nous allons pratiquement terminer là-dessus, le prétexte au déclenchement d'une série de 33 pogroms en Galicie occidentale, Pieliczka, Przemysl, Calvare, où l'armée a dû intervenir pour ramener l'ordre.
Le thème du judéo-socialisme, puisque les Juifs avaient, on le sait, voté pour les socialistes, prend une place centrale dans les publications antisémites. Après les pogroms, au printemps 1898, le rédacteur de Gmot écrit que les Juifs sachent que nous ne voulons pas de l'assimilation et leur pseudo-patriotisme, je l'ai dit, je le recite, nous dégoûte. Merci. Le Juif était alors présenté comme l'obstacle à l'unité des Polonais sous la bannière du catholicisme. Concluons. Il est temps. L'antisémitisme politique est donc apparu en Galicie sous les effets conjugués des décrets d'égalité des droits de 1867 et du krach boursier de 1873. Progressivement, ce courant qui puise dans l'idéologie allemande et dans la pratique sociale russe est devenu l'une des composantes nationales polonaises essentielles. Ce courant, en passant de Meronowicz, qui ne réclamait pas l'expulsion des Juifs, mais seulement leur moralisation par la suppression de prétendus privilèges, qui passe donc au courant populiste social chrétien et voulait renvoyer les Juifs hors de Pologne, au moyen de la violence, au moyen de l'isolement dans les ghettos, et ce courant s'est radicalisé. Là, en réalité, ce n'était plus des solutions que cherchaient les antisémites, solutions pour rendre les Juifs meilleurs, mais l'assouvissement de sentiments haineux. S'ils avaient cherché des issues, ils auraient croisé les chemins de l'intelligentsia juive, des assimilateurs sionistes, des bundistes et des socialistes, dénonçant pour les premiers depuis les années 60 du XIXe siècle les freins opposés par le ghetto, à la fois prison et refuge. Freins à l'amélioration de la condition matérielle des Juifs. Les antisémites galiciens ne faisaient donc pas d'efforts pour trouver des solutions au bénéfice de la nation polonaise, mais développaient seulement une activité de démagogue avide de pouvoir. Il est vrai que de leur côté, trop faible pour réformer le judaïsme, le courant modernisateur, souvent séduit par le socialisme, quittait et abandonnait quittait le shtetl et l'abandonnait derrière eux, c'est-à-dire qu'ils s'assimilaient et cessaient de vivre dans le judaïsme. Voilà. Merci.